Simon Lessard, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour Antoine. Simon, on parle des médias aujourd'hui. Peut-être une question fondamentale qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'un bon média? Qu'est-ce qu'un bon média? Oui, c'est une très bonne question aussi. Mais avant de se demander qu'est-ce qu'un bon média, qu'est-ce qu'un média? On pourrait dire qu'un média, au sens le plus courant là, du langage usuel, c'est tout simplement un moyen de transmission et de diffusion de l'information. Par contre, étymologiquement, le mot média vient du latin medium, qui n'est pas une liseuse de bonne aventure, qui est tout simplement un intermédiaire ou un milieu. Et là, on peut se demander, un média, c'est un milieu entre quoi et quoi, hein? Entre deux choses. On peut dire entre un émetteur, un récepteur. Bon, c'est des mots plus abstraits. On pourrait dire entre quelqu'un qui a quelque chose à dire, puis quelqu'un qui veut bien l'entendre. Et ça nous dit d'abord qu'un bon média, ça ne renvoie pas principalement à lui-même, hein, puisque c'est un intermédiaire. Un bon média est toujours au service de ceux qu'il met en relation, des personnes en bout de ligne. Simon, dis pas trop de niaiseries à date, M. White? Non, évidemment pas. Et c'est sûr que les médias se sont transformés parce qu'on a les réseaux sociaux qui sont court-circuités qui court-circuitent les médias depuis 2005-2006. Et on a plein de nouvelles formes de communication en direct avec la vidéo sur TikTok, sur Snapchat et plein d'autres plateformes auxquelles on ne pense même pas aujourd'hui. Donc, les médias sont en transformation, mais effectivement, ça prend un message, un émetteur puis un récepteur. Là, on a tout étudié ça à l'université, les modèles sociologiques des années 70. C'est ça, puis avec les réseaux sociaux, l'individu devient son auto-éditeur. Là, il devient un propre média. Un producteur lui-même. Un influenceur qui n'est pas un média, parce que le média, lui, en général, il a un code déontologique, il y a des règles à respecter, on doit faire la vérification des faits, on n'a pas le droit d'identifier les mineurs, on n'a pas le droit au Québec de rapporter les détails d'un divorce, même s'il y a eu une décision de la Cour. Il y a des procès où on a des ordonnances de non-publication. C'est pour ça qu'il y a des avocats dans toutes les salles de nouvelles pour les reportages d'enquête, en particulier, comme les émissions enquête ou la facture au GE, parce qu'effectivement, il y a plein d'enjeux légaux, éthiques et déontologiques à respecter lorsqu'on fait du journalisme. Simon, on parle de mettre en relation là, un émetteur, un récepteur, tout ça, tu l'expliques très bien. L'enjeu de la communication est au cœur des médias, donc, et dans la communication, il y a la mise en commun aussi. Non? Exactement, on oublie que l'étymologie de communication, c'est mettre en commun des biens. Donc, c'est vraiment au service du bien commun. Ces biens-là sont généralement des biens immatériels. C'est plus abstrait, hein, mais c'est de l'information, du savoir, des connaissances. Donc, un bon média aussi est toujours au service du bien commun et non à son propre service. Encore une fois, il ne doit pas renvoyer à lui-même. On appelle ça l'intérêt public. Ah ouais, c'est ça. Est-ce que, et c'est une question que tout bon journaliste devrait se poser, est-ce que ce que je suis en train de faire là sert l'intérêt public? C'est bien ça? L'intérêt public et non les intérêts du public qui seraient la voix, puis Big Brother célébrité. Là. Donc, c'est le média qui doit dire est-ce que je parle d'un truc d'intérêt public, c'est-à-dire un procès qui va avoir une jurisprudence, par exemple, sur la gestation de fœtus par autrui, ou est-ce que je parle de ce qui intéresse les gens, c'est-à-dire les trending topics sur Twitter, Facebook, puis TikTok étant devenu un moteur de recherche aujourd'hui. Ça, c'est très inquiétant, évidemment. Simon, tu viens de bien définir ce qu'est un média. Maintenant, si on va plus avant vers ce qu'est un bon média, tu prendrais quel chemin? Alors, je propose un chemin plutôt inusité, étonnant, d'aller dans la Bible. En fait, le mot « média » se retrouve dans la Bible. Pas tout à fait « média », en fait, « médiateur », qui est quand même un mot lié. Donc, ça se retrouve 6 fois dans le Nouveau Testament et c'est pour parler de Jésus-Christ. Donc, saint Paul, par exemple, va dire « il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus ». Et on peut dire que Jésus est un média, on joue un peu sur les mots ici, dans le sens que lui, sa mission, c'est de mettre en relation les hommes et Dieu. Il est cet intermédiaire, ce milieu entre le monde, disons, invisible, les réalités célestes, et le monde humain plus terrestre. Et donc, je pense qu'en faisant un petit détour théologique, on peut réfléchir qu'est-ce qu'un bon média en regardant le médiateur par excellence. En quoi Jésus est un bon médiateur, Simon? Bon, d'abord, un bon médiateur, c'est quelqu'un qui partage quelque chose des deux parties. Hein? Okay. Donc, Jésus, lui, il est, selon la théologie chrétienne traditionnelle, il est non seulement un homme, mais il est aussi Dieu.
Et donc, c'est pour ça qu'il peut bien mettre en relation, disons, les deux gangs, la gang de Dieu et la gang des hommes, parce que dans sa nature même, il a quelque chose des deux. Et comment ça s'applique, ça, à un média aujourd'hui? Bon, c'est là que mon petit twist va être intéressant. Ouais, j'espère. Tu m'intrigues. C'est que je pense qu'un enjeu aujourd'hui, c'est que les médias sont de plus en plus internationaux, de moins en moins locaux. Et ça fait que le média et les journalistes aussi, lorsqu'ils en ont, ils sont moins liés, je dirais, à ceux qui veulent mettre en relation. Un exemple? Un exemple, ben, si un média ou un journaliste est basé à Toronto ou à Montréal, ça se peut qu'ils ne comprennent pas les enjeux qui se passent en ce moment en Acadie ou à Saint-Clinclin-du-Lac. Il peut être déconnecté. Ou encore, Google, Facebook ou d'autres des grandes chaînes CNN, par exemple, s'ils doivent parler d'enjeux au Québec, eh bien, ils ne parlent pas notre langue, ils ne connaissent pas notre culture. Et donc, comment ils peuvent bien transmettre, traduire, expliquer de l'information? Comment aussi, même dans leurs intérêts, est-ce qu'ils peuvent vouloir défendre la langue française ou la culture québécoise? La proximité est la clé là-dedans. Oui, exactement, la proximité. Et puis, Jésus-Christ, dans la théologie catholique, c'est Dieu avec nous. Donc, Dieu qui se fait très, très, très proche. Et pas simplement un médiateur au sens neutre, là, un peu comme c'est un problème de couple dans ton mariage, puis tu fais appel à la médiation, on va choisir quelqu'un de neutre. Non, il n'est pas neutre, lui. Il veut le bien des deux parties. Il veut non pas le bien seulement d'un des deux côtés, mais le bien commun aux deux. Traditionnellement, au Québec, il y a eu des grands médias qui ont été associés à des courants politiques ou même des partis politiques. Hein. On a un prof d'histoire des médias. Il y a eu de ça au Québec et il y a encore un peu de ça. Le journal Le Soleil a longtemps été l'organe du Parti libéral du Canada. Le journal Le Jour a été fondé par le Parti québécois dans les années 70. Le Devoir a été longtemps un journal nationaliste canadien-français. Et il y a plein d'exemples. Par exemple, certains journaux là, qui travaillaient pour faire la promotion du fédéralisme au Québec. Donc, effectivement, c'est une réalité, comme le Toronto Star à Toronto, qui a toujours été proche du Parti libéral du Canada, et le National Post, qui est beaucoup plus proche du Parti conservateur. Donc, il y a des alliances comme ça qu'on connaît depuis donc, des plus de 150 ans. Politiques assez même avouées, assumées là, dans la ligne éditoriale, dans les pages éditoriales en tout cas. Mais de là à... dans certains cas, il y a un danger même, je ne dis pas que c'est le cas de ce qu'on vient d'énoncer là, mais de conflit d'intérêts. Si on a, par exemple, un journal qui est possédé par un grand magnat, c'est sûr que la couverture de ses déboires judiciaires ne sera pas les mêmes. Je ne vois pas à quoi tu penses, Antoine. Mais oui, puis encore là, regarder Jésus-Christ, ça peut paraître étonnant, mais ça peut nous éclairer sur ce qu'est un bon média. Deux des vertus principales ou les plus importantes de Jésus, c'était l'humilité et la charité. Alors, on n'y pense pas souvent, mais je pense qu'on peut appliquer ces vertus-là aussi aux médias. Une personne ou un organisme qui a une attitude humble et charitable va être davantage désintéressé de soi-même. Jésus-Christ était tout à fait au service de sa mission. Il faisait non pas sa volonté propre, il va dire, mais la volonté de son Père. Il voulait servir, entre guillemets, les intérêts de Dieu et les intérêts des hommes, et non ses intérêts propres. Le plus beau signe de ça, c'est qu'il est mort. Il s'est offert, sacrifié sur la croix totalement. Il s'est donné pour ceux qu'il voulait sauver. Eh bien, un média, je pense, doit avoir une attitude similaire, une attitude d'humilité et de charité. Il y a des journalistes qui paient encore aujourd'hui de leur vie le service de la vérité dans certains endroits dans le monde. Ça existe. Il y a des journalistes qui paient très cher. Plus d'une centaine à chaque année sont assassinés, surtout dans des zones de guerre, oui, effectivement. C'est pas rien. Oui, et ça, je dirais, c'est l'éthique des prophètes qui peut s'appliquer aussi aux médias. Quand tu es vraiment au service de la vérité, que tu ne construis pas des faits, que tu ne cherches pas à plaire, mais que vraiment tu rapportes ce que tu vois, ce que tu entends, tu prends le risque de déplaire, en fait. Ça se peut que tu aies à citer une étude scientifique qui ne va pas dans le sens de ce que tout le monde dit. Et puis là, tu peux vraiment te faire attaquer. Et donc, un bon journaliste, je pense, un bon média, doit être prêt à prendre parfois des coups, parfois même de la persécution. Simon, c'est intéressant cette idée-là de l'humilité, de la charité. Tu parlais de rapporter des informations sans les déformer, mais un média comme un journaliste, il n'a pas le choix de présenter l'information sous un certain angle. Ça ne serait pas que de faire un choix de ce qu'il va rapporter ou taire. Il y a comme une sélection là-dedans, là, quand même. Oui, je pense qu'il faut bien distinguer être subjectif de, je dirais, être subversif ou en tout cas de transformer ou de forger des mensonges. C'est-à-dire que
Évidemment, moi, si je t'explique mon voyage à Paris, comment j'ai vu la ville de Paris en janvier dernier, je vais le dire dans mon regard, dans mon expérience. Il va y avoir de la subjectivité, mais ça ne veut pas dire que ce que je vais te dire, les choses que j'ai vues ou que j'ai faites, sont fausses. C'est un regard, c'est un angle. Et là, je pense qu'il faut bien voir que objectivité ne s'oppose pas nécessairement à subjectivité, en autant que la subjectivité soit au service de la vérité. Je ne prends pas de recul. On parlait des intérêts des médias. Les médias, en tout cas, plusieurs des grands médias qu'on connaît étaient détenus par des actionnaires ou sont détenus par des actionnaires. Ils doivent en quelque sorte être rentable pour ces actionnaires-là. Mais là, c'est intéressant parce qu'on voyait un peu plus tôt dans l'émission qu'il y a de plus en plus de grands médias qui basculent vers un autre statut qui est celui d'OBNL. Je serais curieux d'entendre Patrick Watt là-dessus. Est-ce que ça ne viendrait pas aider, ça, ce changement de statut-là, la perception du public envers les médias, dans ce sens que ça aiderait le public à concevoir la mission des médias comme un service du bien commun et non le service du bien des actionnaires du média? Effectivement. Alors, la concentration des médias est dramatique au Québec et dans le reste du Canada, mais c'est pire en France et partout ailleurs en Europe où c'est concentré. C'est des milliardaires, des compagnies d'armement et d'autres qui n'ont aucun lien avec les médias, qui contrôlent l'ensemble des médias en France, sauf les chaînes d'État, évidemment. Donc, effectivement, il y a beaucoup de travail à faire, mais ce nouveau modèle-là, OBNL, qui est en train de se développer, va nous permettre d'inciter davantage sur le rôle de service public des médias et de mettre fin à la recherche à tout prix des profits. Donc, c'est une bonne nouvelle dans un sens. C'est encourageant quand cette même. Crise-là, oui. Oui, j'abonde dans son sens. L'indépendance, je pense, est une qualité d'un bon média. Tu parlais des médias qui sont possédés par des grandes multinationales privées. Évidemment, le désir du profit, même s'il semble qu'ils en font plus tant de profit, peut prendre le dessus. Donc, qu'il soit rentable, c'est une chose, mais que le profit passe avant tout, y compris avant le bien commun et la vérité, ça, c'est problématique. Et pour ce qui est des médias, disons, publics ou d'État, il peut toujours avoir une tentation, celle de vouloir d'être contrôlé, devenir un moyen de contrôle ou de propagande de l'État. On le voit en Russie, par exemple, en ce moment. Donc, encore là, il faut préserver l'indépendance. Comment Jésus peut éclairer ce problème du média qui doit conserver cette objectivité-là? En quoi le Christ là, est un exemple, justement, d'indépendance comme médiateur? Encore là, je pense que je vais te surprendre, Antoine, mais le Christ était, disons, le meilleur média ou médiateur dans le sens qu'il n'y avait aucun décalage entre lui et son message. C'est-à-dire que lui, il ne trahissait pas, il ne transformait pas, il ajoutait ou enlevait rien aux paroles de Dieu qu'il devait transmettre, pour une raison très simple, c'est que le Christ était lui-même la parole de Dieu. Donc, le média était identique au message. Et il conduisait, on disait, parfaitement à Dieu parce qu'il était lui-même Dieu. Donc, même quand il voulait attirer vers lui, finalement, il accomplissait toujours sa mission de conduire à Dieu. Et c'est un peu ça, en fait. Il faut que de plus en plus, le média ne fasse pas, disons, sans jouer trop sur les mots, écran au message qu'il transmet. Tu viens d'utiliser une formule célèbre là, de Marshall McLuhan. Le Christ était à la fois le média et le message. Le média est parfois, en fait pas parfois, est toujours le message en quelque sorte, selon McLuhan. Comment on peut décortiquer cette phrase-là? Oui, bien Marshall McLuhan, c'est pas tout le monde qui le connaît. Bon, je suis sûr que Patrick White le connaît. Il est considéré par plusieurs comme un des pères des media studies ou sociologie des médias. On dit qu'il aurait même prédit Internet une trentaine d'années avant son invention. Et ce qu'on sait moins, par contre, c'est qu'à 26 ans, alors qu'il étudiait en Angleterre, je crois à Cambridge, il s'est converti de l'agnosticisme au catholicisme en lisant entre autres Chesterton. Et sa foi catholique a influencé sa pensée comme philosophe des médias. Et donc, on dit qu'il a utilisé beaucoup des concepts de Trinité, d'incarnation, même de la Vierge Marie, pas toujours en le disant explicitement, là, mais pour mieux comprendre le phénomène des médias. Eh bien, son idée phare, là, Antoine, le média et le message, signifie que le moyen de communication porte lui-même un message. Donc, il n'est pas neutre. Et souvent même, c'est le message principal. Donc, je pourrais te donner un exemple. Donne-moi un exemple de ça. Par exemple, mettons des faire-part de mariage.
C'est vraiment pas la même chose si tu reçois un beau petit faire-part par la poste avec de la couleur que si je t'envoie un genre de mass mail, ben veux-tu venir à mon mariage? Ou même un quelque texto. chose de gribouillé sur une napkin, ça sera pas la même chose. Exactement. On voit que ça n'enverrait pas le même message. C'est-tu vraiment important ton mariage pour toi? Est-ce que moi, je suis important pour toi? En fait, n'importe quoi. Si tu reçois une carte postale ou une lettre manuscrite à la main aujourd'hui, ça envoie un message, peu importe ce qui est écrit, tu dis « Wow, cette personne-là, elle a pris le temps d'écrire. » C'est très personnel parce que c'est son écriture à elle, c'est pas des caractères universels d'imprimerie. Probablement que ça envoie le message « Je suis important à ses yeux. » Le simple fait que le média soit ici une écriture manuscrite. Ça s'enseigne encore dans les écoles de journalisme, ce leitmotiv-là de Marshall McLuhan, le média, c'est le message? Ben oui, c'est les cours théoriques de première année, mais c'est la base aussi de la sociologie des médias et ça prend un minimum de cours théoriques pour comprendre aussi le côté pratique du métier. Donc, la forme est déterminante. Le choix du format de notre média, c'est pas anodin, là. Exactement. Puis tu parlais de l'invitation de mariage. Ben, une invitation de mariage qui rentre 5 jours avant par courriel. Je pense pas que tu vas te pointer au mariage. C'est pas très personnalisé. Il se sentait obligé de m'inviter. Il l'a fait à la dernière minute. Hein? Le timing est important aussi dans le message. Absolument. Un autre exemple, Antoine, Oui. Internet, par exemple. Bon, Internet, c'est très large. Il y a plusieurs médias qui utilisent Internet. Mais le simple fait qu'on utilise Internet pour communiquer un message, ça envoie aussi un message. Comme si les distances ne sont plus très importantes aujourd'hui. Le village global dont parlait McLuhan Oui, aussi. d'ailleurs, c'est même lui qui a forgé ce mot ou cette expression de village global. Juste l'émission en ce moment, On n'est pas du monde. On sait qu'elle est disponible en plusieurs plateformes. Donc, c'est intéressant. Si vous écoutez l'émission, je pense, à la radio, à la télévision, sur YouTube ou en podcast balado, je pense que vous ne recevez pas exactement tout à fait le même message. Ça serait quoi la différence, par exemple? Bon, là, je vais essayer de me prêter au jeu, mais peut-être vous aurez d'autres idées. Donc, si vous nous écoutez à la radio, ça envoie un peu l'idée, vous êtes nos amis, vous êtes dans notre gang, vous nous écoutez dans votre voiture, dans votre cuisine, puis on est ensemble. On parlait de la chaleur de la radio un peu plus tôt dans l'émission. C'est toujours vrai, oui. Ouais, à la télé, hein, c'est plus l'apparence qui compte. Donc, regardez-nous, on est important, on représente le nouveau visage du catholicisme au Québec, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Sur YouTube, les chrétiens, ils sont dans le mouvement, ils ne sont pas dépassés, ils sont là où les nouveaux, les jeunes, idées se brassent aujourd'hui, c'est ça, ils sont à la page. Ou sinon, c'est ça, je ne sais pas si vous avez ça fait le tour. Non, c'est ça, c'est vrai que selon le lieu de consommation, selon le média choisi, le message ne sera pas exactement le même. Bon, le fond reste à peu près le même, mais le médium a quand même son importance, clairement, Simon. Alors, quel message portent aujourd'hui les nouveaux médias? Les médias numériques, surtout, ou sur Internet. Plusieurs messages, mais en y réfléchissant, je me disais, il y a un message démocratique quand même. C'est-à-dire que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, tout le monde, ou presque en tout cas, qui a accès à Internet, peut publier. On ne s'en rend pas compte, là, mais c'est complètement nouveau. Je pense que dans quelques centaines d'années, les historiens vont dire qu'après l'imprimerie, peut-être que l'apparition d'Internet et des médias sociaux est un des plus grands bouleversements de l'histoire de l'humanité. Et le fait que tout le monde puisse publier gratuitement dans le monde entier et même de manière illimitée, ça envoie le message aussi qu'on est tous égaux, d'une certaine manière. Par contre, ça peut envoyer un message un peu négatif de relativisme aussi. Ouais. Toutes les opinions se valent, il n'y a plus d'experts, la parole de chacun sur n'importe quoi mérite d'être publiée. Autrefois, ça ne fonctionnait pas comme ça. Pour être publié, il fallait que tu aies quelque chose à dire qu'on jugeait supérieur à une simple opinion banale. Une dernière question, Simon, peut-être, là, c'est probablement lié à ce que tu viens de dire. Pourquoi on reste sur notre faim, là? Justement, on a accès au monde entier, on consulte des contenus infinis. Pourtant, on en veut plus. On reste avec cette espèce d'arrière-goût dans la bouche, là, presque. Oui, c'est une bonne question, Antoine. Je pense que c'est qu'à la différence de Jésus-Christ, les médias ne sont pas Dieu, justement. C'est-à-dire que dans la nature humaine, on porte tous en nous-mêmes, je pense, une soif d'absolu. Et puis, on confond, je pense, absolu et illimité. Donc, ce que les nouveaux médias nous offrent, c'est de l'illimité. Donc, une quantité infinie, mais de savoir ou d'informations, chacune est très limitée. Et au fond de nous, ce qu'on cherche, ce n'est pas de la connaissance illimitée, c'est de la connaissance de l'absolu. On cherche la connaissance de ce qui serait non pas infini en quantité, mais infini en bonté, en beauté, en vérité.
Et ça, je pense que les médias ne pourront jamais nous satisfaire. Je pense que c'est plus le médiateur, justement, qui pourrait nous satisfaire. Et encore là, ne pourront peut-être jamais nous satisfaire complètement, mais les contenus qui tendent le plus à satisfaire cette soif d'absolu qu'on a, c'est les contenus, on parlait des contenus lents, des contenus longs, où on rentre en profondeur dans l'analyse, où on s'approche le plus peut-être de la vérité dans toute sa complexité. Oui, ou les contenus, je dirais, qui nous mettent le plus en relation personnelle, des récits, des histoires qui nous font connaître des personnes, parce qu'après tout, une personne humaine, c'est probablement la chose sur Terre la plus riche, celle qui peut le plus nous rendre heureux, la relation personnelle avec d'autres. Alors, quand les médias sont au service de ces relations-là entre les hommes et les femmes, c'est peut-être là où ils sont le plus dans leur mission fondamentale. Oui, ben, je pense qu'un bon critère ou une bonne mesure d'un bon média, là, pour revenir à la question d'origine, c'est la convivialité, dirait Illich, un autre penseur, c'est-à-dire jusqu'à quel point ça sert ou dessert nos relations humaines. Passionnant, Simon Lessard. Je rappelle que tu es chroniqueur pour le Verbe Média. Tu animes aussi une émission de revue d'actualité qui s'appelle Les Verbomoteurs, qu'on peut retrouver sur les ondes radio de Radio-VM, Radio Galilée, et aussi évidemment sur notre chaîne YouTube, le Verbe Média. Merci infiniment, Simon Lessard. Ça fait plaisir, Antoine.